Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Habituée de vivre ma vie à 100 000 à l'heure, je me rends compte que c'est aussi le rythme que j'impose à mes enfants. Chez nous, la semaine, il y a la routine de la garderie, de l'école pour la plus vieille, le travail des parents, une activité un soir-semaine pour les enfants, de la musique ou du sport. La fin de semaine, évidemment, on voudrait voir des amis ou faire des activités spéciales. Bref, chez les Bélanger-Simard, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais avec un peu de recul, je me demande, est-ce que c'est véritablement une bonne chose? Personnellement, il m'est arrivé souvent de m'ennuyer. Étant enfant unique, je dois l'admettre, j'ai trouvé ça difficile parfois. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai 3 enfants, mais cet ennui m'a aussi amené à développer un monde imaginaire, à me poser la fameuse question « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Est-ce que mes enfants ont véritablement le temps de se poser cette question-là? Est-ce que l'on remplit l'horaire en tant que parents pour calmer nos propres insécurités ou vraiment pour faire développer des aptitudes à nos enfants? Bref, j'en discute aujourd'hui avec la neuropsychologue Caroline Robinson et avec la psychologue Roxane Larocque afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté de participer au balado à la hauteur de nos tout-petits. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir, en tant que maman, je voudrais tellement que mes enfants aient une passion, développent des habiletés, ça m'amène à les inscrire à plusieurs activités, l'horaire devient chargé. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ou au final, je suis peut-être en train de les brûler? Ben, c'est une bonne question, très d'actualité. Je pense qu'on a tous des vies qui vont très vite et nos vies à nous sont chargées aussi. J'aime bien réfléchir sur 2 aspects. Dans le fond, quel est l'âge de l'enfant, puis quel est son tempérament aussi, parce que ça change beaucoup la réponse, je trouve. Mais justement, selon vous, là, on parle beaucoup de petite enfance. Entre, par exemple, un enfant de 2 ans, 3 ans qui est dans des cours, par exemple, d'initiation à la musique, versus, par exemple, ma plus grande de 5 ans qui déjà est dans un rythme scolaire. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait tenir en ligne de compte? Bien, absolument. Je renchérirais sur l'aspect que c'est vraiment du cas par cas parce que, de façon générale, en particulier dans notre société actuelle, on a vraiment un rythme de vie qui est parfois difficile à soutenir pour nous les adultes, mais aussi pour nous, nos enfants. Puis, d'entrée de jeu, on sait que nos enfants ont besoin de beaucoup de repos, pas juste dans le terme de sommeil, mais de temps pour jouer librement, de temps pour explorer sans être guidé par l'adulte ou sans que l'activité soit nécessairement trop structurée. Beaucoup de besoin de temps, de connexion à son parent. Donc, c'est surtout sur ça que je miserais pour me positionner si l'horaire est trop chargé ou pas. Est-ce qu'on ajoute ou pas? Est-ce qu'on peut laisser de la place au reste d'abord puis ensuite intégrer des activités? Mais justement, si on y va par exemple, je prends l'exemple de mon fils, 3 ans, je l'ai inscrit à un cours d'initiation à la musique. Ça avait lieu après le repas, en semaine, après les journées de garderie. Honnêtement, il l'aimait, mais en fin d'activité, je le sentais fatigué. Est-ce que dans un cas comme ça, où on voit que l'enfant, là, je dirais à la moitié aux 2 tiers, décroche, si on veut, a de la difficulté à demeurer attentif, est-ce que j'aurais peut-être dû opter pour des activités de stimulation à la maison qui auraient peut-être moins été parfaites? Je vous promets pas que j'aurais exploré tous les pays, j'aurais vu tous les instruments, mais peut-être avec des choses que j'ai à la maison sous la main. Est-ce que ça aurait pu être une bonne façon de faire pour le même résultat? Ben, je pense qu'on sous-estime maintenant la part, puis Caroline le nomme un petit peu, mais de l'aspect non structuré. Puis à ces âges-là, même dans des groupes structurés, il n'a pas appris probablement là, les portées, les gammes, mais c'est la base. Ça passe par le jeu beaucoup, beaucoup. Et à la question, est-ce que j'ai bien fait ou pas, je trouve que c'est difficile de répondre avant de le faire aussi. Peut-être s'assurer d'une certaine souplesse si en cours de route, on voit que, et pour lui et pour nous, ça devient un peu l'enfer. Peut-être se permettre de ne pas pousser versus à un âge plus vieux où on peut les encourager à persévérer, par exemple, et là, on apprend d'autres choses, d'autres valeurs. La petite enfance, pour moi, c'est une période de test, d'ajustement. L'enfant apprend à se connaître, on apprend à le connaître aussi, qu'est-ce qu'il aime moins.
Nous, Meggy et moi, là, on demeure à Rimouski. Il y a le programme Farfouille de la ville qui permet, entre autres, d'intégrer des activités, mais pour une période de 3-4 cours, donc plutôt qu'une session complète. Ça, je trouve que c'est vraiment bien adapté à l'âge des enfants, de dire, OK, on va essayer du baseball, de la danse, de la gym, mais pas tout en même temps, puis pas pendant 1 an non plus. T'sais. Mais justement, ça, c'était mon autre question. Ça vient un peu en lien avec la persévérance, mais bon, un farfouille, 3 ou 4 cours, c'est une chose. Mais souvent, les sessions, par exemple, de sport, on parle de 10, 12, 15 séances. Si notre enfant en bas âge nomme déjà après 2, 3 séances qu'il n'a plus envie d'y aller, est-ce qu'on leur apprend la persévérance en disant « t'as voulu t'inscrire, tu dois terminer ta session » ou on dit « bon, ben, on peut y aller » ou on essaie de le proposer peut-être 1 fois ou 2 semaines? Est-ce qu'ils sont trop petits pour la notion de « tu l'as choisi, tu dois le finir » ? Moi, je dirais que oui, absolument, ils sont trop petits pour ça. Je pense qu'on a tendance à surinvestir nos enfants un petit peu parce qu'on a peur un peu qu'ils manquent le bateau, puis aussi parce qu'on veut leur offrir des opportunités que nous, on considère vraiment intéressantes. Mais à la base, à cet âge-là, pour nos tout petits, on peut les mettre en contact avec des activités, mais vraiment dans l'objectif du plaisir, de l'exploration, de la découverte. Parce que si on met cette pression-là d'avoir un objectif vraiment visé, un objectif spécifique de terminer l'activité, d'acquérir des nouvelles compétences, mais là, ça peut avoir un effet plus nuisible qu'autre chose sur le développement, comme par exemple le fait de développer un petit peu d'anxiété par rapport à cette activité-là. Ce qui est au final bien loin de ce qu'on veut créer pour lui, l'exposant. Ouais. Mais justement, est-ce que vous auriez peut-être des trucs à nous donner en tant que parents si justement, là je prends l'exemple de la musique, mais ça pourrait être les arts ou même les sports. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tout est propice finalement à stimulation, ne serait-ce que une balle et un bâton à la maison, même si c'est pas le vrai jeu structuré avec les règles, mais simplement avoir du plaisir à frapper la balle? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Parce qu'on est rempli de bonne volonté, mais comme tu disais, Caroline, le but, c'est pas non plus l'inverse de les tanner puis qu'ils n'aient plus envie non plus d'embarquer dans nos cours dans les années à suivre. Je voulais pas te couper, Caroline, mais je pense que c'est ça, comme on dit, on est dans la petite enfance, on est dans les prémices du développement de plein de choses. Fait que de rester dans le plaisir, la parole, ça prend bien avant qu'on parle. Quand on écoute bébé, qu'il nous sourit, on lui répond. Alors, on n'est pas dans le langage verbal, mais on lui apprend dans la vie, un tour de parole, quand tu parles, je t'écoute. C'est un peu la même chose pour tous les apprentissages pour moi. Ceci étant dit, avec ce qu'on disait tout à l'heure, puis tu demandais des trucs un petit peu plus concrets, mais dans l'accompagnement aussi, des fois, on a tendance, on voit les deux extrêmes, c'est-à-dire le parent qui veut pas surstimuler l'enfant, mais le parent aussi qui fait non, il vit de l'anxiété, on va le retirer. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir aussi, puis de voir, c'est quoi le message? Est-ce que c'est trop pour mon enfant ou c'est parce qu'il y a une gêne, c'est parce qu'il y a un inconfort et là, je peux l'accompagner dans cet inconfort-là? Est-ce que être tout seul pour lui c'est trop tôt, mais des cours par enfant ça irait. Fait que des fois de trouver des espèces de milieux comme ça où on les expose, mais souvent en psychologie on parle de zone proximale de développement, c'est-à-dire on sort de notre zone de confort, mais on reste quand même assez près. Le poids est pas sécurité, trop grand. Exactement. Et si je pense que comme Caroline nommait, pour développer de l'anxiété, souvent c'est qu'on les met trop loin de leur zone de confort, alors que c'est pas nécessaire, qu'ils sont pas rendus là, que c'est trop. Et c'est là où ça peut causer des dommages. Ouais. Mais pensez-vous aussi, inévitablement, là, en tant que parent, on a des préférences. Il y a des sports qui nous conviennent. On a aussi eu des mauvaises expériences dans d'autres sports. Donc, on va guider nos enfants dans le choix d'activités. Mais vers quel âge, à peu près, dans le développement, on peut penser qu'ils sont capables de faire ce genre de choix-là? Par exemple, ma fille a voulu s'inscrire au soccer parce que toutes ses amies s'inscrivaient. On s'est inscrit, il n'y a pas de problème. Elle a détesté ça, pour être très honnête. En même temps, ça lui demandait un effort physique. Et je voyais que produire l'effort physique, avoir chaud, ça faisait pas partie des choses qu'elle aimait. Mais ça fait aussi un peu partie de l'effort du dépassement de soi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Jusqu'où, justement, on peut essayer de dire, on poursuit, mais OK, on s'inscrira plus dans l'avenir, ou jusqu'où on dit, je te respecte là-dedans, puis on va faire autre chose?
Bien, je pense que la perspective, quand c'est en fait à la petite enfance, on veut vraiment comme exposait Roxane, offrir des opportunités à nos enfants de découvrir, de se découvrir là-dedans. Donc, les objectifs doivent venir essentiellement de eux, de leur désir de découvrir ça. Et puis, je pense que ça vient nous challenger, nous, en tant qu'adultes, quand nos enfants aiment moins, performent moins, ont moins de persévérance, parce que là, on se met dans une réflexion que, ben, on veut donc qu'ils développent la persévérance, le travail fort, les passions, etc. Mais en tant que parent, on veut mettre je pense que notre état d'esprit, c'est de mettre les conditions favorables à la découverte de quelque chose, à la découverte de soi, à la découverte du sport. Mais par la suite, il faut vraiment faire confiance à notre enfant que notre enfant va développer de la persévérance dans ce qu'il va aimer, dans ce qui va être vrai et authentique à lui. Alors, je pense qu'il faut, à la petite enfance, introduire nos enfants à des choses sans nos objectifs d'adultes. Mm-hmm. Et peut-être notre volonté de performance. Oui, vas-y, Roxane. Ben, j'allais dire, je suis complètement d'accord. Puis, si tu vois que pour reprendre l'exemple de ta jeune, où il me semble que, pour toi, la valeur de l'activité physique est importante, ben, c'est pas nécessairement à travers le cours d'éducation physique, qu'elle va le faire. C'est beaucoup le premier milieu. Les enfants ne retiennent pas tant ce qu'on dit que ce qu'on fait puis comment on est avec eux. Fait que de dire, ben, OK, là, moi, je vois que chez mon enfant, elle a plus tendance à être peut-être vers des activités passives ou en famille, on va s'organiser des activités le fun où on bouge, on va faire un pique-nique après qu'on aille monter un sentier, quelque chose comme ça, où on peut arriver aux mêmes objectifs, mais souvent c'est comme si on focus. Oui, dans le plaisir, toujours. Puis le plaisir familial, ils sont encore très petits. Dans nos sociétés modernes, ils sont beaucoup de temps, pour la plupart, à l'extérieur du domaine familial aussi, avec les garderies, les parents qui travaillent à temps plein souvent. Fait que tout ça peut se faire on peut garder les mêmes objectifs, mais pas nécessairement passer par quelque chose de l'extérieur pour y arriver. Et oui, vas-y, Caroline. Oui, je continuerais dans le sens où aussi, qu'est-ce qu'on veut faire avec nos enfants? Souvent, pour nos tout petits, on veut établir la fondation pour la suite des choses. Et souvent, on pense les mettre dans un contexte à l'extérieur de la maison, avec les pères, avec les enfants de leur âge, alors qu'on sait très bien que la meilleure place où ils peuvent puiser ces compétences, ces forces-là, c'est à l'intérieur de la relation qu'ils ont avec leurs parents, leurs grands-parents. C'est encore plus là qu'ils vont aller puiser, modéliser. C'est tout ce qu'on souhaite pour eux, en fait, au final, qui développent comme capacité. Donc, pour venir tantôt au point de la stimulation puis de l'exploration, ça peut très bien se faire dans le contexte avec le parent, dans le contexte familial et de la maison. Donc, justement, peut-être l'activité parent-enfant ou, comme on disait tout à l'heure, ne serait-ce qu'aller jouer dehors, faire des courses, aller à la piscine. Parfois, c'est des activités aussi qu'on peut faire en famille qui apprennent autant, oui, des compétences parce que, apprendre à nager, c'est quand même très, très utile, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on fait en famille. Puis, on peut avoir du plaisir simplement en faisant la baleine sans nécessairement prendre des cours de natation très, très structurés en bas âge, là. C'est très intéressant. Et en terminant, justement, ma dernière question était en lien avec peut-être la persévérance, mais aussi lorsqu'on parle d'être le cheerleader de nos enfants, ça passe par les encouragements. Bon, on a tous un vécu. Pour certains, on n'a pas été beaucoup encouragés par nos parents. Pour d'autres, on a peut-être été trop encouragés par nos parents. Bref, encore là, on veut le meilleur. Je dois l'admettre, je les félicite, je les trouve bons pour avoir porté leur assiette sur le comptoir versus avoir été propre ou peu importe. Je veux dire, toute activité est propice à encouragement. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que justement, dans le cadre des activités, est-ce que c'est la clé du succès? Ou est-ce que, pardonnez-moi l'expression, encore là, c'est pas une façon de les écœurer? Est-ce que trop, c'est comme pas assez? Je pense que trop peut être pas assez dans le cas des louanges et des récompenses. Puis c'est bien d'encourager notre enfant puis de célébrer avec lui. Puis c'est vraiment même important de le faire, de connecter avec notre enfant. Parce que c'est sans aucun doute, je pense, le pilier le plus important de son développement à cet âge-là, puis même à tout âge. Mais connecter, c'est pas synonyme de louanger puis de récompenser. Puis il faut l'utiliser avec intention.
avec intention. Pour moi, ma perspective des louanges, j'ai hâte d'entendre Roxane, puis des louanges, et des récompenses, c'est que quand on le fait constamment pour beaucoup de choses, on amène principalement le regard de l'enfant vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Donc, on est par exemple avec les sports pour faire un lien avec ou les réussites. On veut que l'enfant produise les choses parce qu'il les produit et parce qu'il a envie de le faire et non parce qu'il les produit, parce qu'il attend le regard et la récompense de son parent. Fait que je pense que c'est bien de le faire quand notre enfant célèbre. On célèbre avec lui quand il est fier. T'es fier, je suis fière moi aussi, bravo, c'est le fun. Mais c'est pas d'aller toujours au devant de penser que toujours en le faisant, on renforce. Parce qu'on renforce, mais peut-être pas pour les raisons qu'on veut initialement. OK. Mais je trouve ça super intéressant d'amener cette notion de conscience, d'intention en arrière de tout ça. Puis je pense, puis tu sais, Maggie, quand tu disais j'ai un verre sur le comptoir ou tu sais, oui, ramasser ses jouets. Tu sais, on veut tellement qu'il le refasse que, oh mon Dieu, je suis fière de toi. Oui. Mais c'est aussi, je pense qu'il y a des tempéraments. Je parlais de tempérament des enfants, mais tu sais, je suis une clinicienne, mais je suis une maman aussi. Puis ça m'a amené, moi, ça, à réfléchir parce que théoriquement, je savais bien, mais j'étais dans une envie constante parce que j'étais réellement émerveillée de mes enfants, tu sais, à chaque petit geste. Mais à un moment donné, je pense que c'est de faire la distinction aussi, c'est que cette fierté-là, cet émerveillement-là, elle m'appartient. Elle n'est pas synonyme de leur valeur à eux. C'est un trait personnel que j'ai et je m'émerveille devant plein de choses dans la vie. Tu sais. Alors, pour moi, c'est important des fois de faire la distinction. Il faut que ça reste spontané. Tu sais, si spontanément, tu as envie d'encourager, mais s'interroger peut-être aussi sur qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que ça veut dire la fierté pour la famille? Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que quand je fais quelque chose de bien, maman est fière, mais quand je fais quelque chose de mal, maman est pas fière ou papa est pas fier, puis que là, c'est ça, on se met à se positionner par rapport à l'extérieur et non à nos ressources internes. Et la journée peut-être où on ne le fait pas, par exemple, ou s'ils sont en contact avec leurs grands-parents peut-être, par exemple, qui auraient moins tendance à le faire, est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là générer de l'anxiété parce qu'ils sont tellement habitués d'être validés à chaque fois? Oui, ou au CPE ou en milieu familial où ils n'ont pas le même temps ou à l'école éventuellement où à un moment donné, on te dit pas bravo à chaque beau dessin puis ça peut être intéressant si tu as acquis la confiance de savoir que toi tu aimes dessiner ou que tu sais que mais c'est ça, je pense que c'est de les préparer à la vie aussi où il n'y a pas toujours quelqu'un qui est en train de te féliciter et c'est correct. Oui. Mais tantôt, justement, Caroline, tu parlais sans nécessairement louanger, mais quand même de connecter. Donc, un exemple bien banal. En fin de journée, nos enfants, la salle de jeu est sans dessus-dessous. On leur demande, s'il vous plaît, pouvez-vous aller ranger? Ils y vont, ils le font, c'est bien fait. Est-ce que juste un beau petit bravo, juste un merci, ça rend service aux parents? Qu'est-ce qui peut être bien, simplement quand même pour souligner, mais sans, comme on disait, le louanger à l'extrême? Ben, je dirais tout simplement merci, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est vraiment apprécié. C'est naturel, c'est authentique. Tout simplement, je pense qu'on a tendance, en particulier dans les dernières années, à surcompliquer un petit peu la parentalité puis à s'en aller de notre intuition. On est trop dans notre tête, on est moins dans notre cœur. Je pense qu'il faut juste simplifier tout ça aux choses qui comptent vraiment. Ça parle de nos émotions. Tu sais, notre fierté nous appartient, en fait. Elle n'a aucun rapport avec la valeur de notre enfant parce que c'est selon nos propres standards et nos propres jugements. Mais c'est ça, quand tu dis merci, ben après, ça peut lui apprendre. Quand je fais ça, c'est un bon comportement. Tu sais, on peut arriver à la même conclusion, finalement. Sans passer toujours par la fierté ou moi, ça me rend fière. Ou toi, est-ce que tu es fière de toi? De ramener un petit peu cette distinction-là. Oui. Donc, en prenant un pas de recul, peut-être qu'on peut se questionner à savoir, on inscrit nos enfants dans des activités, pourquoi au fond? Pour combler notre propre désir de performance et de le dire aussi, moi, mon enfant fait tel sport et autres, ou pour de la stimulation. Si c'est simplement pour la stimulation, peut-être qu'effectivement, des activités à la maison, comme vous nous l'avez dit, de façon toute simple, mais en tout cas, moi, ce que j'en ai retenu, c'est
le plaisir avant l'activité. Puis pour ce qui est des commentaires mais là, c'est ça. On a chacune, je pense, ou chacun en tant que parent à gérer notre propre façon de s'émerveiller par rapport à la vie, notre propre façon de gérer aussi les compliments pour souligner les bons coups de nos enfants, mais sans peut-être exagérer, justement. Et surtout, garder, je pense, la valeur du compliment. Parce qu'en le faisant au quotidien, on vient peut-être perdre l'essence, en fait, du je suis fière de toi. Puis, je pense que vous l'avez dit aussi, c'est important que l'enfant soit fier de lui avant qu'on soit fier de lui. Merci beaucoup, mesdames. Dans le segment Coup de cœur cette semaine, je tenais à vous présenter une femme que j'ai découverte lors d'une formation avec Christine Michaud. Il s'agit de Annie Beauregard. Bonjour, Annie. Bonjour, Maggie. Annie est une psychoéducatrice de formation qui a pratiqué pendant plus de 10 ans dans les écoles primaires et qui a choisi de devenir, il y a 4 ans, fleuriste du cœur. Wow! Comment ça t'est venu? C'est quoi, Annie, une fleuriste du cœur? En fait, j'ai eu envie de me définir comme étant une fleuriste du cœur après ma première formation en psychologie positive. Je trouvais que le fait d'utiliser ce titre-là me permettait d'utiliser mes connaissances en psychoéducation et d'intégrer doucement les nouvelles connaissances que je développais là, à travers les formations de psychologie positive. Je me donnais en fait le rôle d'aider les enfants et leurs parents à fleurir. Wow, c'est magnifique comme mission, mais justement, pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec la psychologie positive, concrètement, qu'est-ce que tu as élaboré pour amener les enfants accompagnés de leurs parents à fleurir? En fait, j'ai créé la collection Annie l'univers. Au départ et au fur et à mesure que le temps passait, les éléments, les items de la collection, en fait, ont été teintés de psychologie positive. J'avais envie de faire prendre conscience aux enfants qu'être heureux, ça s'apprend et qu'on a un pouvoir sur le bonheur. Un peu comme Christine Michaud le dit bien, je ne veux pas amener les enfants à voir seulement la vie là, avec des lunettes roses, mais c'était de leur faire prendre conscience qu'une fois l'émotion, le ressenti pris en considération, ben, la suite nous appartient. On a le pouvoir de voir ça du bon côté. Là. Exactement, et que le bonheur, finalement, c'est une foule de petites choses qui nous entourent et juste d'en être conscient, c'est déjà énorme. Et je dois avouer que de mon côté, avec mes enfants, ma plus grande de 5 ans, mon deuxième de 3 ans, on pratique le moment de gratitude tous les soirs, au moment de la routine du dodo. On discute de leur moment de gratitude. Mon fils, souvent, je dis, quel était ton beau moment aujourd'hui? Le moment qui t'a fait plaisir, qui t'a fait du bien, simplement pour les amener à réfléchir, à juste retourner dans leur journée pour dire, ben, même si ça a été une mauvaise journée, il y a au moins une chose qui s'est bien passée. Et d'ailleurs, tu as développé un outil, entre autres, le journal de gratitude pour le faire avec nos enfants. Oui, exactement. C'est quelque chose que je pratiquais moi-même. Je le faisais exactement comme toi là, avec les enfants. Puis, j'avais jamais trouvé vraiment un cahier dédié aux enfants. Alors, le journal de gratitude, c'est devenu ça. C'est devenu un endroit où on fait ressortir le beau de nos journées. On fait comprendre aussi à l'enfant que le bonheur, comme tu disais si bien, est dans des toutes petites choses. Là, pas obligé que ce soit des biens matériels. Ça peut être aussi simple que la beauté du soleil quand je suis sortie de l'école ou des aspects comme ça. Et ce qui est intéressant avec le journal, c'est qu'on peut l'utiliser à différents moments de la journée. Les parents vont l'utiliser à la maison en fin de journée. On termine ça sur une note positive. Mais il y a des enseignants qui l'utilisent en classe aussi pour dire, bien, ce matin... Oui, parce que surtout dans le contexte où on vit présentement, il y a beaucoup de trucs négatifs. Mais c'est ça, ça nous permet de ressortir ça et le fait de les écrire nous permet d'y revenir. Alors, un moment où j'en ressens le besoin, je prends mon livre, je relis. Il y a de fortes chances pour que l'émotion revienne de façon agréable. Et dans le journal que j'ai créé, j'ai aussi décidé d'insérer d'autres choses, des réflexions à avoir avec l'enfant, des notions à développer, mais, par exemple, au niveau de l'estime de soi. Et Amélie Plante, qui est une amie à moi, qui fait des illustrations
a illustré le journal aussi. Alors, il y a des mandalas qu'on peut colorier, l'enfant toute seule, l'enfant avec le parent, puis des superbes illustrations aussi, là. Donc, des choses toutes simples qui nous amènent justement à ressentir des émotions positives, puis justement qui nous guident au quotidien, si on veut, dans notre parcours avec notre enfant. Et moi, quelque chose qui m'a parlé beaucoup, que j'aimerais que tu nous expliques, c'est ta toute dernière création, le paquet bonheur. Ce sont des cartes. Parle-nous-en davantage. Oui, le paquet bonheur aura été le premier item imaginé de cette collection-là, mais a été très, très long à mettre en place. Il y a eu beaucoup de travail. En fait, c'est un jeu de cartes, un jeu de discussion. 43 cartes où on vise la discussion avec l'enfant. Le parent... il y a le guide qui l'aide à discuter. Chaque carte est numérotée pour permettre là, aux gens de bien comprendre. Chaque carte est numérotée et fait référence à une explication. Dans le guide pour parents, on pige et on développe une habileté. C'est important de comprendre que ça va parler des émotions, de la bienveillance, de la pleine conscience, l'estime de soi. On développe ces aspects-là toute la vie. Là. Ce sera pas... Alors, le jeu vise vraiment à semer l'idée dans la tête de l'enfant sur l'habileté, là. Mais justement, là, donc tu nous rappelles, de par ton expérience aussi auprès des enfants, que c'est tout simple. Je veux dire, ça peut peut-être faire peur aux parents qui nous écoutent, pleine conscience et tout, mais on part de la base. L'idée, je pense, ici, c'est vraiment juste de semer des graines, hein? Oui, exactement. Puis c'est de leur faire prendre conscience de la beauté. Bien, la bienveillance, c'est d'être gentil envers soi, gentil envers les autres. Et le but aussi de ce jeu-là a 2 niveaux. C'est d'outiller l'enfant, mais c'est aussi d'amener le parent à prendre conscience de certains aspects. Moi, est-ce que je suis en tant que parent bienveillant envers moi-même, par exemple? Oui, parce nous sommes les modèles de nos enfants, hein. Souvent, ils vont s'inspirer de nous pour agir. Alors, ça mérite quand même qu'on se pose des questions nous-mêmes. Alors donc, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez envie d'en savoir davantage, de vous procurer également, que ce soit le journal de gratitude ou le paquet bonheur, vous pouvez vous rendre sur le site d'Annie Beauregard. Les coordonnées sont dans la description du balado. Alors, Annie, merci d'être fleuriste du cœur. Merci d'avoir suivi ton instinct, parce que j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, lorsque tu t'es lancé ou même lorsque tu en as parlé à ton entourage, ça n'a pas dû être facile au début, mais merci de le faire, parce que c'est avec des gens comme toi qu'on va semer des graines, puis que nos enfants et nous, en tant que parents aussi, on va pouvoir fleurir à notre plein potentiel. Merci. Merci aux spécialistes qui ont rendu cet épisode possible. Caroline Robinson, neuropsychologue, Roxane Larocque, psychologue, et Annie Beauregard, fleuriste du cœur. Merci à vous d'avoir choisi ce balado. Et afin de savoir les prochains sujets qui seront abordés dans ce balado et également d'en savoir plus sur mes projets, je vous invite à visiter ma page Facebook ou mon compte Instagram, Maggie Bélanger, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.